Les bombardements stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale ont transformé le conflit en une guerre totale, où non seulement des cibles militaires étaient attaquées, mais aussi des infrastructures clés et des villes entières. Dès le début de la guerre, la Luftwaffe allemande a employé cette tactique pour soutenir ses offensives, comme ce fut le cas lors de l'invasion de la Pologne en 1939 et lors du Blitz sur le Royaume-Uni en 1940 et 1941. Cependant, à mesure que le conflit avançait, les Alliés ont répondu par une campagne aérienne d'une échelle sans précédent sur l'Allemagne. À partir de 1943, les bombardements alliés sont devenus de plus en plus intenses, visant non seulement des usines et des chemins de fer, mais aussi la population civile dans le cadre d'une stratégie visant à affaiblir le moral de l'ennemi. L'opération Gomorrhe à Hambourg a laissé la ville en ruine, tandis que l'attaque sur Dresde en 1945 est devenue l'un des épisodes les plus dévastateurs du conflit. Berlin, Nuremberg et Munich ont également été la cible d'offensives qui ont modifié le cours de la guerre. Comment ces bombardements ont-ils été menés et quelles traces ont-ils laissées? L'enfer à Hambourg, l'opération Gomorrhe. L'assaut a commencé dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943, lorsque 791 avions britanniques ont lancé une attaque sur Hambourg. L'église Saint-Nicolas, située au cœur de la ville, a été choisie comme cible principale. Cependant, un grand nombre d'explosifs ont touché des zones plus éloignées, élargissant considérablement la zone de destruction. Les flammes se sont propagées rapidement à la fois dans le centre et dans les quartiers de Hohe-Luft, Eimsbüttel et Altona. Certaines zones périphériques du nord-ouest ont également subi l'impact. Les autorités chargées de la défense antiaérienne ont estimé à environ 20 000 le nombre de victimes mortelles. Au cours de l'après-midi du 25 juillet, 40 bombardiers américains ont lancé une attaque contre des installations portuaires, réussissant à couler plusieurs navires. Des usines spécialisées dans le raffinage d'huile minérale situées à proximité ont également été touchées. Le lendemain, à midi, 71 aéronefs de l'USAAF ont répété l'offensive contre le port, atteignant cette fois la centrale électrique de Neuhof. Lors de ces deux incursions diurnes, environ 150 civils ont été tués. Le quatrième coup dans le cadre de l'opération Gomorrhe a eu lieu entre la nuit du 26 et l'aube du 27 juillet. Il s'agissait d'une attaque de harcèlement menée par 6 avions Mosquito britanniques, bien que les dégâts matériels aient été réduits. Le deuxième grand assaut nocturne de la RAF a eu lieu le 27 juillet 1943, lorsque 739 avions ont participé à un bombardement dévastateur sur des quartiers situés à l'est du centre urbain. Les flammes générées par les explosions, combinées à des conditions météorologiques inhabituelles, ont conduit à une tempête de feu. Les vents de force ouragan au niveau du sol ont contribué à alimenter le feu. Rothenburg-Sort, Hammerbrook et Borgfeld ont été presque entièrement rasés. Les flammes ont également causé des ravages à Hamm, Heilbeck, Hohenfelde, Barmbek et Wandsbek. Dans cette attaque, environ 30 000 civils ont perdu la vie. Le troisième bombardement de grande envergure a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 juillet 1943. Un total de 726 bombardiers britanniques ont attaqué Barmbek, Uhlenhorst et Winterhude. Bien que des incendies aient été provoqués, aucun phénomène similaire à celui du 27 juillet ne s'est produit. Bien que Barmbek ait eu une densité de population et de construction similaire à celle de Hammerbrook, les conditions étaient différentes. Le nombre exact de décès n'est pas connu avec certitude, mais certaines sources le situent à près de 1000. La nuit du 2 au 3 août a marqué le 7e et dernier assaut de l'opération Gomorrhe. Pour cette offensive, la RAF a mobilisé 740 avions. Hambourg a été bombardé au milieu d'une tempête électrique, ce qui a affecté la précision des attaques. En conséquence, les dégâts ont été dispersés et moins ciblés. De multiples incendies ont été déclenchés, y compris celui qui a consumé l'opéra de la ville, mais aucun ne s'est propagé avec la même intensité que lors des bombardements précédents. Les bombardements combinaient l'utilisation d'explosifs et de dispositifs incendiaires. Les premières détonations détruisaient les toits et les couvertures des bâtiments, facilitant la pénétration du phosphore des seconds directement à l'intérieur des habitations et des escaliers.
Ces structures, principalement en bois, propageaient rapidement les flammes jusqu'aux étages inférieurs, ce qui faisait que les constructions brûlaient entièrement, se consumant jusqu'aux fondations. Chaque offensive aérienne se concentrait sur une zone spécifique de la ville. Comme repère visuel, les pilotes britanniques utilisaient la tour de l'église Saint-Nicolas-Kirche, dont la hauteur atteignait 147 mètres et 30 centimètres. Aujourd'hui, les restes de cette église demeurent debout comme un monument en mémoire de la dévastation causée par l'opération Gomorrhe. Les abris souterrains conçus pour protéger la population civile offraient une sécurité de plus en plus limitée dans la phase finale du conflit. À mesure que la guerre avançait, les explosifs utilisés augmentaient en taille et en puissance, rendant difficile pour les structures de refuge de résister aux impacts. De plus, le grand nombre d'incendies a provoqué une grave pénurie d'oxygène à l'intérieur des bunkers, entraînant l'asphyxie de nombreuses personnes piégées à l'intérieur. Le nombre exact de victimes de l'opération Gomorrhe reste incertain. Jusqu'au 30 novembre 1943, 31 647 corps avaient été récupérés, dont 15 802 avaient pu être identifiés. Les responsables de la défense antiaérienne avaient estimé à l'époque que le total des décès atteignait 35 000. Des recherches plus récentes indiquent un chiffre proche de 34 000 morts et environ 150 000 blessés. Les abris se sont révélés insuffisants pour garantir la sécurité de la population. Par conséquent, il a été décidé d'évacuer les habitants des zones où il était encore possible de le faire, comme à Barmbek. Tous ceux qui ne participaient pas à la production de matériel de guerre ont été contraints de quitter la ville. La majorité des enfants ont été transférés dans des régions rurales dans le cadre du programme Kinderlandverschickung, afin de les éloigner du danger. Après les attaques, environ 900 000 résidents de Hambourg ont dû fuir et ont été relogés dans divers endroits, comme la Bavière, l'actuelle Pologne et les territoires de l'Allemagne de l'Est. Dresde en flammes. Depuis le printemps 1944, Dresde a connu une augmentation de la fréquence des alertes aériennes. La première attaque a eu lieu le 24 août, lorsque des bombardiers ont dirigé leurs projectiles contre une raffinerie Rhenania-Osag à Freital-Birkicht et l'industrie située à Dresde-Gittersee. Une des explosions a touché le quartier de Dresde-Coschütz. Selon des rapports du journal Sächsische Zeitung, cet assaut a fait 241 morts. Le 7 octobre 1944, un groupe de 30 avions américains a largué environ 80 tonnes d'explosifs sur la gare ferroviaire de Friedrichstadt et l'usine d'armes Lehmann. Leur objectif initial était une installation de liquéfaction de charbon à Brux, aujourd'hui Most, République tchèque, mais ne pouvant l'atteindre, ils ont dévié leur attaque. Certaines bombes ont touché Sevorstadt, à l'ouest de l'Altstadt, causant la mort de 312 personnes. Une nouvelle attaque a été enregistrée le 16 janvier 1945. Cette fois-ci, 133 bombardiers américains ont largué, tout au long de la journée, 279 tonnes et 810 kg d'explosifs et 41 tonnes et 600 kg de bombes incendiaires sur la gare de Friedrichstadt. De plus, les explosions ont endommagé des zones de Dresde, Lübthau et Leutewitz. En conséquence de l'offensive, 334 habitants ont péri. Les incursions aériennes ont considérablement affaibli la défense antiaérienne de la ville. À la base de Dresde-Klotzsche, il ne restait que 30 avions opérationnels entre chasseurs diurnes et nocturnes, avec des réserves de carburant très limitées. Malgré cela, en ce même mois, les batteries antiaériennes ont été envoyées sur le front oriental. Les mauvaises conditions météorologiques ont conduit les États-Unis à céder la direction du premier assaut à la RAF britannique. Une offensive en 2 phases séparées de 3 heures a été planifiée, avec l'intention que la deuxième vague atteigne les équipes de secours, tentant d'éteindre les incendies provoqués par la première vague. Parallèlement, d'autres villes comme Magdebourg, Nuremberg, Bonn, Beulen et Misbourg devaient être attaquées pour semer la confusion parmi les forces allemandes. À 17h20 le 13 février 1945, un escadron d'Avro Lancasters a décollé du Royaume-Uni en direction de Dresde, parcourant plus de 1100 km. Leur mission consistait à illuminer la ville avec des fusées éclairantes au magnésium larguées en parachute, que les Allemands appelaient « arbres de Noël ».
Ces avions, connus sous le nom de Pathfinders, marquèrent la zone pour les bombardiers suivants. Ensuite, plusieurs de Havilland Mosquito sont décollés avec la tâche de signaler les points stratégiques en utilisant des marqueurs d'une tonne. Ces dispositifs produisaient un intense éclat rouge, servant de guide pour les bombardiers. La zone d'impact a été fixée au stade Heinz-Steyr-Stadion, au nord-ouest du centre. Finalement, la principale force de l'offensive, nommée Plate Rack, composée de 254 Lancaster transportant 500 tonnes d'explosifs et 375 tonnes de matériel incendiaire, a décollé. Au total, il transportait 200 000 dispositifs incendiaires et bombes de 500 à 4000 livres, y compris les célèbres blockbusters de 2 tonnes, capables de raser un pâté de maisons entier. Les avions sont entrés dans l'espace aérien français en traversant la rivière Somme, puis sont entrés en Allemagne par la zone nord de Cologne. À 22 heures, l'unité qui se dirigeait vers Belen s'est séparée du convoi principal. À ce moment-là, 10 Lancaster avaient subi des dommages qui les ont empêchés de continuer, laissant 244 aéronefs en route vers Dresde, la Florence de l'Elbe. À 21h51 le mardi de carnaval, le 13 février 1945, Dresde a de nouveau entendu une alerte antiaérienne, la 175e depuis le début de la guerre. La nuit était dégagée, sans trace de nuages. Les citoyens se sont précipités pour trouver refuge, se dirigeant vers les sous-sols des habitations ou les rares bunkers encore disponibles. Vers 22h03, les bombardiers britanniques Pathfinders ont illuminé le centre urbain avec leurs fusées éclairantes. 2 minutes plus tard, 9 Mosquitos ont marqué les objectifs avec des signaux rouges sur le stade. À 22h14, les premières bombes ont touché la ville. En seulement 8 minutes, les Lancaster ont largué leur armement au sud-ouest du point marqué, couvrant une zone en éventail de 45 degrés, depuis la courbe de l'Elbe jusqu'à la zone industrielle d'Ostrageheeg et la gare centrale, située à 2,5 km au sud. Les puissantes blockbusters ont fait s'effondrer les toits et briser les portes et fenêtres, permettant aux incendies provoqués par les bombes incendiaires de se propager rapidement. En moins de 20 minutes, 3/4 du centre historique était en flammes. L'attaque nocturne ne visait pas à détruire des points précis, mais à anéantir complètement le centre urbain par un bombardement en tapis. À 1h05, les sirènes ont retenti de nouveau. Sans alimentation électrique, des alarmes manuelles ont été utilisées. À 1h23, une deuxième vague de 529 bombardiers britanniques des escadrons 1, 3, 6 et 8 a relancé l'offensive. Depuis près de 100 km, les flammes étaient visibles, et depuis les airs, l'éclat se distinguait jusqu'à 800 km de distance. La fumée atteignait 4600 mètres de hauteur. Entre 1h23 et 1h54, les attaquants ont largué 650 000 bombes incendiaires, environ 1,5 tonnes, qui ont détruit des zones allant de Lobtau à Blaswitz et de Neustadt à Schernitz. L'immense incendie provoqué par la première offensive a servi de repère pour la deuxième, dont les bombes ont touché les champs près de l'Elbe et le Grosser Garten, où de nombreux habitants s'étaient réfugiés. Au milieu de l'attaque, des hôpitaux comme la clinique de Pfotenhauer et le Diakonischen Krankenhaus ont également été touchés. Le deuxième bombardement a empêché tout effort pour éteindre le feu. En quelques minutes, les flammes se sont fusionnées en une tempête de feu d'une ampleur dévastatrice, détruisant des rues et des bâtiments entiers. La chaleur extrême a fait fondre le verre et le métal. Le vent généré par la combustion vorace a emporté avec lui tout ce qu'il trouvait sur son passage, y compris des personnes et des objets, qui ont été consumés par le feu, affectés par le choc thermique ou le manque d'oxygène. Après le premier bombardement en 1944, l'Organisation de défense aérienne avait connecté des sous-sols et des abris, permettant à certains de s'échapper vers des zones moins touchées. Des témoins ont raconté comment certains ont traversé ce labyrinthe souterrain et ont réussi à atteindre la rive de l'Elbe. Cependant, beaucoup d'autres sont morts asphyxiés en restant piégés dans des espaces envahis par les gaz toxiques de l'incendie. Après les attaques nocturnes, un bombardement diurne a eu lieu entre 12h17 et 12h31 le 14 février 1945. L'offensive a été menée par 316 B-17 Flying Fortress, appartenant à la première division du 8e commandement de bombardiers de la force aérienne des États-Unis, accompagnée de centaines de chasseurs d'escorte.
Sous des conditions météorologiques défavorables, le radar H2X a été utilisé pour localiser les objectifs. La ville a reçu environ 474 tonnes et 500 kg de bombes explosives et 296 tonnes et 500 kg de bombes incendiaires, totalisant 771 tonnes de munitions. Certaines aéronefs n'ont pas correctement identifié les points d'attaque et ont largué leurs charges sur Brux, Pilsen et Prague, où 253 tonnes d'explosifs ont été larguées. L'objectif principal était de détruire les industries d'armement, la gare de Friedrichstadt et ses ateliers de réparation. Cependant, le radar, encore imparfait, a dispersé les bombes en dehors des cibles, affectant des zones voisines. À 35 km, à Neustadt in Sachsen, les cendres des incendies tombaient comme de la pluie après les bombardements nocturnes. Le 15 février à 10h15, la Frauenkirche, dévastée par le feu, s'est effondrée. Plus tard, entre 11h51 et 12h10, 211 B-17 sont revenus avec 460 tonnes d'explosifs répartis dans des zones allant de Meissen à Pirna. Malgré les tentatives, la gare de Friedrichstadt n'a pas été détruite. Le 2 mars, 455 B-17 de la force aérienne américaine se sont dirigés vers l'usine de liquéfaction Hydrierwerk Schwarzheide, mais ont dévié leur course pour bombarder Dresde, avec l'objectif de rendre inutilisables les voies ferrées. À partir de 10h27, ils ont largué 940 tonnes et 300 kg d'explosifs et 140 tonnes et 500 kg de bombes incendiaires sur les gares de Friedrichstadt, Neustadt et les bâtiments environnants. Werner von Gilsa a pris le commandement de la défense locale après l'attaque de février, succédant à Friedrich Wilhelm Liegmann. Son quartier général a été établi au palais de Taschenberg, puis déplacé au campement d'Albertstadt. Il a ordonné l'utilisation des réserves de vivres et de ressources médicales de la Luftwaffe à Nickern pour aider les victimes. De plus, il a coordonné l'arrivée des réfugiés et réorganisé les soldats avec des permissions ou des blessures légères pour former de nouvelles unités. Le 10 avril, le Gauleiter Mutschmann a ordonné la construction de salles de classe provisoires pour les écoliers et d'abris sur la terrasse de Brühl. Le dernier bombardement a eu lieu le 17 avril, avec 572 avions de la 8e force aérienne américaine. Ils ont largué 1526 tonnes et 400 kg d'explosifs et 164 tonnes et 500 kg de bombes incendiaires sur les gares, ainsi que 28 tonnes supplémentaires sur une usine non identifiée. Cette offensive a interrompu définitivement le trafic ferroviaire dans la ville. Le régime nazi a profité de la destruction pour renforcer les défenses avec les derniers survivants. Le 14 avril, Mutschmann a déclaré officiellement la forteresse de Dresde. Le 23 avril, la RAF a largué 40 000 tracts de propagande sur la ville. Après la capitulation de Berlin le 2 mai, Gilsa a dissous la défense de Dresde et a commencé l'évacuation. Des groupes dispersés ont continué la résistance jusqu'à la reddition inconditionnelle du 8 mai 1945 lorsque l'armée rouge a pris la ville entièrement. Dresde, dans sa zone centrale, abritait un grand nombre de résidents et combinait des constructions commerciales avec des bâtiments historiques. Après les attaques, l'Altstadt a été presque entièrement envahie par les flammes. Bien que certaines structures aient pu rester debout, elles ont subi de graves dommages. Des zones comme Sevorstadt, Johannstadt et Südvorstadt ont été dévastées, tandis que dans Michten, Strehlen et Gruna, la destruction a également été significative. Dans les quartiers de Reich, Friedrichstadt, Plauen, Tschernitz et Neustadt, l'impact a été sévère, et à Prolis, les flammes se sont propagées rapidement. Le long de Schandauer et Bodenbacher Straße, environ 800 bâtiments, contenant près de 7000 foyers, ainsi que des ateliers et des usines, ont été réduits en décombres. Le bombardement a entraîné la perte de notables constructions de la période baroque tardive, comme la Saint-Proper, la Frauenkirche, le Palais et la Sophiankirche. Des années plus tard, sous le gouvernement de la RDA, certaines structures endommagées ont été démolies, bien que quelques ruines aient été conservées comme souvenir du désastre. Malgré le fait que les incursions nocturnes n'avaient pas pour objectif spécifique les industries d'armement, près de 70% du secteur manufacturier de la ville a été détruit. De plus, des services essentiels comme l'électricité, le gaz et l'eau ont été gravement affectés. Sur les 222 000 habitations existantes,
Entre 60 000 et 75 000 ont été complètement rasés, 18 000 ont subi de graves dommages et 81 000 ont été légèrement endommagés. Environ 30% des établissements commerciaux ont cessé de fonctionner. Le système de transport a été mis hors service. Près de 75% des caténaires ont été détruites et les rues ont été bloquées par des cratères et des montagnes de décombres. Tous les ponts sur le fleuve Elbe ont subi des dommages considérables. Bien que l'activité ferroviaire ait commencé à se rétablir en partie en l'espace de 2 semaines, le transport de troupes a pu reprendre en quelques jours. De nombreuses usines ont cessé de fonctionner en raison de la destruction de leurs installations, du manque de personnel ou de l'impossibilité de recevoir des fournitures. En mars 1945, seules 6 usines maintenaient une activité. L'abattoir d'Ostrageheg a repris ses opérations le 19 février, tandis que la boulangerie de Rosenstrasse a recommencé à fonctionner en mars. Pour cette même date, environ 4000 personnes résidaient encore dans le centre de la ville. Des points de distribution de nourriture ont été établis, bien que les approvisionnements aient rapidement commencé à manquer. Jusqu'en avril, l'assistance publique n'a pas pris en charge les sinistrés. La ville, sans fonctionnaires ni bâtiments en état de fonctionner, s'est trouvée incapable de gérer efficacement la crise. Depuis la fin du conflit, le nombre de victimes des bombardements de Dresde a fait l'objet d'analyses par les historiens. La difficulté à établir des chiffres précis réside dans le fait que, bien qu'en 1939, la population était de 642 000 habitants, au moment de l'attaque aérienne, la ville abritait environ 200 000 réfugiés et des milliers de soldats blessés. Bombardement sur Berlin, l'offensive inachevée. La campagne aérienne contre Berlin, également connue sous le nom d'offensive de bombardement sur la capitale allemande ou la bataille aérienne de Berlin, a consisté en une série d'attaques menées par la Royal Air Force britannique, RAF, et les forces aériennes de l'armée des États-Unis, USAAF. Ce siège, développé entre novembre 1943 et mars 1944, visait à forcer la reddition de l'Allemagne et à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale sans nécessiter une invasion terrestre. Cependant, la stratégie a échoué. Arthur Harris, né en 1892 et décédé en 1984, chef du commandement des bombardiers de la RAF, a bénéficié d'un soutien au plus haut niveau pour exécuter des attaques nocturnes de saturation sur des usines et des centres industriels en territoire allemand. Avant l'offensive sur Berlin, la RAF et l'USAF avaient mené des opérations conjointes contre des cibles stratégiques comme la cuvette industrielle du Ruhr, bataille du Ruhr, de mars à juillet 1943, et Hambourg, qui a subi d'énormes dégâts lors de l'opération Gomorrhe, juillet-août de la même année. Dans ces incursions, la RAF opérait généralement de nuit, tandis que l'USAF effectuait des attaques de jour. À la mi-1943, les dirigeants des Alliés ont commencé à se concentrer sur la planification de l'invasion du continent européen. En juin, ils ont émis la directive Point Blank, dont l'objectif principal était d'affaiblir la production allemande d'avions de combat, qui pourrait représenter une menace lors de la future offensive terrestre prévue pour l'été suivant en Normandie, opération Overlord. Pour garantir le succès de cette invasion, il était crucial d'obtenir la maîtrise des cieux. Cependant, Harris doutait de l'efficacité des bombardements sélectifs contre des installations clés, comme les usines d'armement. Son scepticisme s'est reflété dans les incursions de l'USAF sur Schweinfurt et Regensburg. En août 1943, la première tentative de l'USAF à Schweinfurt n'a pas réussi à détruire les usines de roulement stratégiques et a subi de lourdes pertes d'aéronefs. Cependant, en octobre, une nouvelle attaque a eu de meilleurs résultats. Berlin abritait des industries béliques essentielles, ce qui a conduit Harris à proposer une tactique de bombardement plus généralisée plutôt que des attaques ciblées sur des points précis. De plus, la ville jouait un rôle crucial dans le transport et était un symbole clé du pouvoir allemand. Le commandant britannique soutenait qu'une série d'incursions aériennes massives sur Berlin pourrait forcer l'Allemagne à se rendre, éliminant la nécessité de mener une coûteuse et longue campagne terrestre. Cependant, le plan comportait plusieurs inconvénients. Berlin était nettement plus vaste que d'autres villes précédemment attaquées, ce qui impliquait la nécessité de bombardements constants pour causer des dommages considérables. Conscient de cela,
Harris a demandé une flotte de 6000 bombardiers, mais ce nombre n'a jamais été disponible. À son apogée, la RAF et l'USAAF réunis comptaient environ 3000 avions de bombardement. De plus, la défense anti-aérienne de Berlin était formidable, avec plus de 100 batteries anti-aériennes protégeant la ville. L'historien M. Hastings décrit Berlin comme le complexe urbain industriel le plus vaste et le mieux défendu d'Europe. Selon Air Nederland, la capitale allemande présentait d'énormes défis pour les attaquants. Sa localisation profonde en territoire ennemi, sa proximité avec la frontière orientale et sa taille considérable compliquaient la navigation et l'identification des cibles spécifiques. L'un des plus grands inconvénients en 1943 était l'autonomie insuffisante des avions de combat alliés, qui les empêchait d'escorter les bombardiers jusqu'aux cibles les plus profondes en Allemagne. Un autre facteur clé était que les campagnes précédentes, comme l'attaque avec 1000 avions contre Cologne en 1942, n'avaient pas réussi à affaiblir le moral de la population, malgré le grand nombre de victimes et la destruction généralisée. Cela avait déjà été observé lorsque les Allemands avaient attaqué des villes britanniques et Londres au début du conflit. Même si la population allemande venait à se démoraliser, le contrôle féroce de l'État totalitaire rendait improbable qu'elle puisse influencer les décisions politiques. Malgré ces défis, l'état-major conjoint a approuvé la stratégie de Harris et a autorisé le déploiement de bombardiers sur Berlin. L'USAF, qui privilégiait des cibles comme l'infrastructure pétrolière allemande, ne s'est jointe aux incursions que dans la phase finale de l'offensive. En conséquence, la RAF a mené la majeure partie des attaques en solitaire, comptant sur le fait que son offensive aérienne ferait plier la ville surnommée Grande B. L'avion le plus puissant de la RAF était le Lancaster, un bombardier à 4 moteurs capable de transporter jusqu'à 6 tonnes 350 kg d'explosifs. D'autres modèles comme les Halifax et Stirling ont également été utilisés. Pour dérouter les chasseurs ennemis, des bombardiers de Havilland Mosquito ont été déployés, transportant jusqu'à 1814 kg de bombes et effectuant des incursions de diversion. De leur côté, les États-Unis ont employé le B-17 Flying Fortress avec une capacité de charge de 2 tonnes 722 kg et le B-24 Liberator. Les premières attaques sur Berlin ont eu lieu entre la fin août et le début septembre 1943. Au total, 1647 bombardiers ont participé aux incursions, mais 126 ont été abattus par des chasseurs ennemis, comme le Messerschmitt Bf-109 ou par l'artillerie anti-aérienne. Le trajet jusqu'à la capitale allemande présentait également un défi et les imprévus ont augmenté les pertes. Avec un taux de perte de 7,7%, il a été jugé inviable de maintenir l'offensive et les opérations ont été suspendues jusqu'à ce que les nuits soient plus longues, car l'obscurité offrait une meilleure protection aux bombardiers lents. Le 18 novembre, les attaques ont repris. Cette fois-ci, une manœuvre de diversion a été organisée dans d'autres points, permettant que sur 444 bombardiers envoyés, seulement 9 soient abattus. Jusqu'en novembre, 3 autres offensives supplémentaires ont été menées. En décembre, la campagne s'est poursuivie avec 4 incursions supplémentaires, tandis que Harris insistait sur son plan de soumettre Berlin. Au cours de ces opérations, le taux de perte des avions tournait autour de 5%, mais la couverture nuageuse constante compliquait la précision des bombardements. Souvent, les avions de reconnaissance ne parvenaient pas à confirmer l'étendue exacte des dégâts causés. Les conditions météorologiques pouvaient devenir un obstacle même avant d'atteindre la cible. Dans la matinée du 17 décembre, 25 bombardiers Lancaster se sont écrasés après avoir décollé en raison du brouillard dense. L'accumulation d'aéronefs dans un même espace comportait également des dangers, comme le rappelle John Cochrane, mitrailleur d'un bombardier. L'un des moments les plus marquants que j'ai vécu s'est produit lors de la première mission de mon escadron sur Berlin. Après avoir largué les bombes, les formations devaient se croiser dans les airs, ce qui a créé une dangereuse superposition. À cette occasion, une escadrille volant au-dessus de la nôtre a largué sa cargaison directement sur nous. L'un de nos avions a été touché et cet instant est resté gravé dans ma mémoire comme un épisode terrifiant que je n'oublierai jamais. Les incursions se sont poursuivies en janvier 1944 avec 5 nouvelles attaques, mais Harris faisait face à une pression croissante pour rediriger les bombardiers vers des installations spécifiques liées à la production aéronautique allemande.
Le mauvais temps a continué à poser problème, arrêtant les opérations pendant 14 jours, tandis que les pertes ont augmenté jusqu'à 7%. Le 15 février, l'offensive est devenue encore plus coûteuse. Sur 891 bombardiers envoyés, 42 n'ont pas regagné leur base. Le 24 mars, les pertes ont été encore plus élevées. Un 9% de la flotte, équivalent à 72 avions, a été abattu. Ce niveau de perte était insoutenable. La RAF opérait avec environ 900 bombardiers en service, et si les pertes dépassaient les 6%, la probabilité qu'un équipage termine ses 30 missions sans être abattu devenait pratiquement nulle. De plus, remplacer à la fois les aéronefs et le personnel qualifié devenait compliqué. L'Allemagne, malgré les dégâts subis, ne montrait aucun signe de reddition. En mars, la 8e force aérienne américaine, basée en Grande-Bretagne, a intensifié les bombardements sur Berlin, augmentant les souffrances de ses habitants. Cependant, la stratégie alliée ne produisait pas les résultats escomptés. La RAF a perdu 492 aéronefs au cours de 16 grandes incursions sur la capitale allemande. Une seule mission diurne de l'USAAF, le 6 mars, a laissé 69 bombardiers abattus par les défenses antiaériennes de plus en plus efficaces. D'autres villes ont également été la cible d'attaques, comme Nuremberg en mars 1944, où la RAF a subi la perte d'une centaine d'avions. Si toute l'offensive s'était concentrée sur Berlin, la Luftwaffe aurait pu renforcer exclusivement la défense de la ville. Avec le printemps 1944 approchant, la priorité des Alliés a changé. Les préparatifs pour le jour J ont absorbé les ressources du commandement des bombardiers. Bien que Berlin ait été gravement endommagée, elle n'est pas tombée. D'un point de vue stratégique, l'offensive aérienne sur la capitale allemande a représenté un échec pour les Alliés. Bien que l'offensive aérienne sur Berlin n'ait pas réussi à obtenir la reddition allemande, les conséquences ont été dévastatrices. Les bombardements combinaient explosifs et dispositifs incendiaires. Les premiers perforaient les toits et les étages des constructions, ouvrant la voie aux seconds qui se glissaient entre les débris pour provoquer des incendies massifs. Des calculs prudents suggèrent qu'au moins 400 000 habitants ont perdu leur logement à cause des attaques. En novembre seulement, environ 4 000 personnes sont décédées. Cependant, à mesure que la campagne avançait, le nombre de victimes a diminué en proportion, car des milliers de déplacés ont choisi de quitter la ville pour échapper à la destruction. Le vendredi noir, le désastre de Nuremberg. Pendant la nuit du 30 au 31 mars 1944, le commandement de bombardement britannique a mené ce qui allait devenir sa mission la plus risquée contre Nuremberg. Cette attaque s'est transformée en le plus grand revers subi par l'aviation britannique durant tout le conflit et en même temps, en l'une des journées les plus réussies pour la défense antiaérienne nocturne allemande. Jusqu'à ce moment, Nuremberg, ville clé dans les rassemblements du parti nazi, avait été la cible de 5 incursions précédentes de la Royal Air Force, sans que les résultats soient très efficaces. Sa localisation éloignée de la Grande-Bretagne et les fréquentes conditions météorologiques défavorables avaient empêché des coups décisifs. Cependant, pour les Britanniques, il s'agissait d'un point stratégique de grand intérêt, non seulement pour sa valeur idéologique, mais aussi parce que dans sa zone sud fonctionnaient les usines de la société Mann, productrice de moteurs diesel pour sous-marins et de composants essentiels pour les chars Panzer. De plus, dans ces environs fonctionnaient environ 120 compagnies d'armement. Étant donné que l'offensive en Europe était de plus en plus proche, le haut commandement britannique a décidé qu'il était temps de lancer un assaut de grande envergure pour affaiblir l'approvisionnement militaire allemand. Malgré les attaques continues des Alliés, la machine de guerre germaine maintenait un rythme de production élevé. Sous la direction d'Arthur Harris, qui dirigeait le commandement de bombardement depuis février 1942, il a été décidé d'employer toutes les ressources disponibles dans un bombardement massif. Bien que l'opération visait spécifiquement les usines, il n'était pas exclu d'atteindre le reste de la ville, car sa destruction contribuerait également à réduire la capacité de guerre allemande. La planification a été maintenue dans le plus grand secret, et des mesures extrêmes ont été prises pour éviter les fuites. Lors des réunions préparatoires, l'utilisation des téléphones publics a même été restreinte pour empêcher toute fuite d'informations. L'itinéraire conçu pour l'offensive prévoyait que la flotte aérienne avance d'abord vers le sud de la Belgique, puis tourne en direction de l'est jusqu'à atteindre la zone sud de Cassel,
d'où elle se dirigerait vers l'objectif principal. Le retrait se ferait à travers Stuttgart et le nord de la France. Ce dernier tronçon représentait le plus grand danger, car il traversait une zone fortement surveillée par les chasseurs nocturnes allemands, qui seraient certainement en alerte maximale. L'un des éléments clés du succès de l'opération était la stratégie de diversion. Il a été ordonné à plusieurs unités, principalement des avions Mosquito spécialisés dans le marquage de cibles, et à 50 Halifax, de se diriger vers le nord pour tromper les défenses allemandes quant à la véritable destination de la mission. Au total, le commandement de bombardement a rassemblé 58 escadrons de bombardiers et 9 avions Mosquito, totalisant une impressionnante force de 795 aéronefs. Sur ce total, 572 étaient des Lancaster et 214 des Halifax. Jamais auparavant, ni depuis dans la guerre, une telle puissance aérienne n'a été déployée contre Nuremberg. Le décollage a commencé à 20 h le 30 mars 1944. Le plan prévoyait qu'entre 1h05 et 1h22, la cible serait marquée, puis l'attaque serait exécutée durant les 12 minutes suivantes. Pour réduire la détection par radar, l'altitude de vol a été soigneusement calculée. En quittant la côte britannique, la flotte se maintiendrait à 600 mètres d'altitude, montant progressivement jusqu'à 2400 mètres en traversant la Belgique. De là, l'ascension continuerait jusqu'à atteindre entre 6000 et 6500 mètres au moment du bombardement. La vitesse programmée pour l'attaque était de 250 km/h, augmentant à 300 km/h durant le retour. De plus, les prévisions indiquaient que le climat serait favorable dans la zone cible, ce qui a renforcé la confiance dans le succès de la mission. Cette nuit-là, il était prévu que 3000 tonnes de bombes frappent la cible désignée. Sur ce total, 1176 tonnes étaient incendiaires, tandis que 900 consistaient en explosifs à haute puissance destructrice. Mais les problèmes ont commencé immédiatement. Les avions Mosquito, chargés de l'évaluation initiale, n'ont pas détecté que les conditions météorologiques en Belgique étaient défavorables. La formation devait voler sous un ciel dégagé et avec une pleine lune, sans la couverture nuageuse attendue. Malgré cela, les bombardiers ont avancé à vitesse constante en territoire ennemi. Du côté adverse, les contrôleurs de la Luftwaffe n'ont pas été dupés. Lorsque le premier bombardier a été touché par le feu antiaérien près de Liège, les Allemands ont déduit qu'une formation aussi compacte ne pouvait se diriger que vers l'est. Rapidement, ils ont mis en alerte tous les escadrons de chasse nocturne. Les pilotes britanniques n'ont pas tardé à remarquer l'efficacité de leurs adversaires. Dans le tronçon de 72 km entre la frontière allemande et le Rhin, la RAF a perdu 10 avions Lancaster, 2 Halifax et 2 autres appareils ont subi de graves dommages. La mission venait à peine de commencer. Le panorama est devenu encore plus décourageant avec un phénomène inattendu. Normalement, les traînées de condensation apparaissent au-dessus de 7600 mètres, mais cette fois-ci, elles ont commencé à se former entre 5700 et 6000 mètres, juste à l'altitude des bombardiers britanniques. La pleine lune les illuminait, les transformant en cibles faciles. Pendant ce temps, les Alliés ignoraient que la Luftwaffe avait équipé ses chasseurs d'un système innovant, 2 canons de 20 mm installés à un angle de 80 degrés dans le fuselage. Cela permettait aux pilotes d'attaquer par en dessous sans être détectés par les artilleurs du bombardier. Ils tiraient sur les moteurs internes, où se trouvaient les réservoirs de carburant. Le nouveau méthode s'est révélé dévastateur. En une seule mission, 2 équipages de la Luftwaffe ont détruit 4 bombardiers avec seulement 56 projectiles. De son côté, l'as allemand Martin Becker, qui à la fin de la guerre comptait 58 victoires, a abattu 6 avions en seulement 30 minutes au-dessus de la région du Ruhr. Lorsque la formation a atteint le point de virage au sud, elle avait déjà perdu 41 Lancaster et 18 Halifax en à peine 1 heure. Jamais la RAF n'avait enregistré autant de pertes en si peu de temps. Il restait encore une vingtaine de minutes avant d'atteindre l'objectif lorsque plusieurs bombardiers ont commis une erreur fatale. Ils ont viré trop tôt et à une altitude inférieure à celle prévue. Les chasseurs allemands ont profité de la confusion et en ont abattu 10 de plus. À 45 km de la destination, la situation s'est aggravée. Une dense couche de nuages, variant entre 600 et 3500 mètres, a compliqué la visibilité.
certains responsables du marquage de la cible se sont désorientés et ont attaqué une localité erronée. Durant cette phase, 39 bombardiers ont été détruits lors de l'approche et sur la zone d'attaque. Au début du bombardement, la force d'attaque avait déjà perdu 79 avions à cause des chasseurs ennemis et 82 au total, en comptant les batteries anti-aériennes. De toutes les équipes abattues, une seule a réussi à survivre. Malgré les pertes, 512 avions ont réussi à larguer leurs bombes, mais sans efficacité. Au retour, les Britanniques ont affronté un vent contraire, ce qui a réduit la vitesse des avions, compliquant également la poursuite par les chasseurs allemands. Cependant, la Luftwaffe a continué à infliger des dégâts. 3 avions ont été abattus avant de quitter l'Allemagne, tandis que 7 autres sont tombés près du canal. Parmi eux, la dernière victoire de Baker lors de cette mission, qui a poursuivi les bombardiers jusqu'à être presque à court de carburant. En atteignant les côtes britanniques, 2 appareils de plus ont été touchés par le feu anti-aérien. À la fin de l'opération, le bilan a été catastrophique pour la RAF. 109 avions perdus, dont 96 détruits au combat et 10 écrasés sans possibilité de réparation. Le coût humain a été dévastateur. 545 membres d'équipage ont péri et 160 ont été faits prisonniers. Un fait marquant de cette mission est qu'en une seule journée, la Royal Air Force a perdu plus de membres d'équipage que durant toute la bataille d'Angleterre. En contraste, les chasseurs nocturnes allemands n'ont subi la perte que de 10 avions et seulement 11 de leurs pilotes sont morts au combat. L'impact réel sur Nuremberg a été minime sur le plan stratégique. Il y a eu 133 morts, dont 72 à l'intérieur de la ville. La destruction a touché 198 habitations et 96 installations industrielles ont subi des dégâts de diverses magnitudes. Mais en seulement 2 semaines, la production industrielle fonctionnait de nouveau normalement. Pour les chasseurs nocturnes de la Luftwaffe, cette opération a été la plus réussie de toute la guerre. Pratiquement tous les pilotes ont réussi à abattre au moins un ennemi. Martin Drewes, qui a terminé la guerre avec 52 victoires, en a ajouté 3 lors de cette mission. Rudolf Frank, abattu au combat moins d'un mois plus tard, a atteint un total de 45 victoires, dont 3 ce jour-là. Un autre as, James H. Speth, qui est tombé en avril 1945 avec 34 avions ennemis à son actif, a abattu 3 bombardiers lors de cette incursion. De son côté, un pilote qui a terminé la guerre avec 25 avions ennemis détruits en a abattu 4 en seulement 26 minutes, dont 2 en pleine zone de Nuremberg. Cependant, le plus grand succès de la journée est revenu à Martin Baker, qui, à bord de son Bf 110 G4, a laissé sa marque en abattant 27 avions. Le résultat a été dévastateur pour le commandement britannique de bombardement. Les critiques envers Arthur Harris et sa stratégie ont été immédiates. L'impact du massacre a été tel que la RAF a mis 7 mois avant de pouvoir attaquer à nouveau Nuremberg. Tandis que pour les Allemands, cette journée est restée comme leur plus grande victoire. Dans l'histoire de la RAF, elle est connue sous le nom de tragique Vendredi noir. Ciel de feu, l'assaut sur Munich. Après le désastreux raid américain du 6 mars 1944, il est devenu clair que, malgré son affaiblissement, la Luftwaffe restait une menace considérable. Pour contrer sa puissance, le haut commandement allié a conçu une offensive agressive, visant à affaiblir la production de guerre allemande et à restreindre l'opérabilité de ses chasseurs par des bombardements massifs sur leurs aérodromes. Le 15 avril de cette année-là, la 8e force aérienne a mené une attaque à grande échelle. Lors de la mission, 616 chasseurs P-38, P-47 et P-51 ont participé, leur cible principale étant les bases aériennes situées dans la zone centrale et méridionale de l'Allemagne. Au total, 8 aérodromes ont été bombardés, dont celui de Haguenau, une installation de catégorie A. Cependant, cette opération a eu un coût élevé pour l'aviation de chasse américaine. La mission a résulté en la plus grande perte de ces appareils en une seule journée de toute la guerre. Au total, 33 chasseurs ont été abattus, dont 15 P-51. En contrepartie, ils ont réussi à détruire 25 avions ennemis au sol, dont 5 bombardiers lourds, E-177. Le rapport entre les pertes et les dégâts infligés était clairement défavorable pour les Américains. À la suite de ces résultats, pendant 2 jours, aucune opération de grande envergure n'a été entreprise.
Ce n'est que le 18 avril qu'une force composée de plus de 700 bombardiers, escortés par 600 chasseurs, a mené un assaut réussi contre plusieurs usines d'avions situées dans le sud de l'Allemagne. Lors de cette offensive, la 8e force aérienne n'a perdu que 19 bombardiers et 5 chasseurs, ce qui a conduit les commandants américains à penser que la balance commençait à pencher en leur faveur. Dans les jours suivants, les efforts se sont concentrés sur des cibles situées en France en préparation du jour J. Parmi les plans stratégiques figurait une grande opération sur Munich, où l'on savait que se trouvaient des aérodromes clés et des usines essentielles pour la Luftwaffe. Malgré la forte pression alliée, l'industrie allemande maintenait encore une production supérieure à 100 avions par mois. L'attaque a été programmée pour le 24 avril 1944. Pour l'exécuter, la 8e force aérienne a déployé 754 bombardiers et 867 chasseurs. Il a été ordonné aux 3 divisions de bombardement de frapper les aérodromes et les installations industrielles à Munich, Freising, Erling, Gablingen et Leipheim, entre autres. L'un des objectifs les plus importants était le complexe Dornier à Oberpfaffenhofen, où étaient fabriqués les chasseurs Do-335. Une offensive a également été planifiée sur l'Eschfeld, où étaient stationnés les avancées Me-262, ainsi qu'une usine clé dans la production de moteurs à réaction. L'un des principaux problèmes était la couverture d'escorte. Les chasseurs P-47 et Spitfire ne disposaient pas d'une autonomie suffisante pour garantir la protection sur tout le trajet. Seuls 5 escadrons de P-51 pouvaient couvrir le tronçon de Stuttgart à Munich, avec un retour par Francfort. Pour maximiser la sécurité, la couverture aérienne a été échelonnée et divisée en différents secteurs. Du côté allemand, la défense de la Luftflotte Reich était composée des groupes de chasse JAG 1, 3, 5, 11, 27, 53 et 106, ainsi que d'une unité de la GOG 301, auquel s'ajoutait un détachement temporaire de la 3e escadrille de la GOG 26, appartenant à la Luftflotte 3. Au total, plus de 275 chasseurs monomoteurs et 40 bimoteurs étaient prêts pour la défense. Le modèle le plus présent dans la zone de Munich était le Bf-109G6, bien que quelques unités du Bf-109G5 opéraient également. De plus, une force expérimentale de bombardiers d'attaque, composée de F-190A7 lourdement armés et blindés, s'était préparée pour la bataille. À ceux-ci s'ajoutaient environ 25 Me-110 G2 et 12 Me-410 A1. L'itinéraire d'attaque choisi était le plus direct, mais aussi le plus dangereux. Les bombardiers alliés devaient traverser un couloir densément protégé par des batteries antiaériennes qui s'étendaient de Augsbourg à Munich. Ensuite, ils devaient tourner vers le nord et l'ouest pour atteindre leurs objectifs au nord du lac de Constance, affrontant une dense barrière de feu antiaérien entre Munich et Mannheim. Depuis la fin de 1942, le district aérien 7, basé à Munich-Südgarn, avait été équipé de 18 radars avancés FUMG 65 Telefunken, intégrés aux batteries antiaériennes de 128 mm. Pour 1944, la défense antiaérienne de Munich incluait près de 600 batteries de calibre compris entre 37 et 128 mm, sous la direction de la 4e brigade antiaérienne, qui était composée de 3 régiments Flak et de 2 unités de projecteurs pour la détection nocturne. Un autre problème lié à l'autonomie limitée des escortes était la nécessité de diviser les 2 premières divisions de bombardiers à l'ouest de Stuttgart, en raison de leurs objectifs différenciés. Cependant, cette manœuvre n'a pas été exempte de défauts, car une erreur de coordination a provoqué une séparation de plus de 10 000 entre 2 groupes de la première division vers midi, alors qu'ils exécutèrent des manœuvres en zigzag à des vitesses différentes. Les forces de surveillance allemandes, toujours vigilantes, ont détecté cette fracture dans la formation. Un groupe s'est dirigé vers Erding et l'autre vers Oberpfaffenhofen. Immédiatement, les chasseurs de la JG-1 et de la JG-11 ont été envoyés depuis Augsbourg pour les intercepter, engageant le combat à partir de 13 heures. Peu après, les avions de la JG-3 et de la JG-2 ont rejoint l'offensive, obtenant les premiers abattages. Pendant cet affrontement, le capitaine Hermann Stigler, commandant de la 3e escadrille de la JG-26 et avec 42 victoires confirmées, a dirigé un escadron de 30 Bf-109G6U4 contre les bombardiers B-27.
ses canons Mk-108 de 30 mm dans le nez et les deux MG-151/20 de 20 mm sous les ailes ont démontré une efficacité létale. Pendant une quinzaine de minutes, les B-27, sans couverture d'escorte, ont subi de lourdes pertes. Sur le trajet vers Dachau, 8 bombardiers ont été abattus, tandis que 20 autres ont été gravement endommagés, et au moins 4 ont été contraints de se dérouter vers la Suisse pour effectuer des atterrissages d'urgence. Stigler a réussi à abattre l'un des bombardiers lors de cette offensive, ajoutant ainsi la première de ses 4 victoires de cette journée. Pendant ce temps, une autre vague de bombardiers se dirigeait vers le sud-est et l'est de Munich pour attaquer les industries de la région. Environ 50 chasseurs Bf-109 et FW-190 sont arrivés depuis le nord-est, s'organisant en formation de 4 aéronefs chacune. Ils ont exécuté des attaques stratégiques, traversant les formations de B-17 pour effectuer des offensives frontales répétées. En réponse, 2 escadrons alliés ont ouvert le feu, transformant le ciel en une bataille chaotique avec des rafales de projectiles fusant de toutes parts. Au milieu du combat, les Allemands ont réussi à abattre 3 bombardiers supplémentaires et plusieurs chasseurs, tandis que 5 autres bombardiers ont été détruits par le feu antiaérien allemand. Cependant, ils ont également subi une perte significative. L'as Frank Schweger, leader de la première escadrille de la jauge 3 et avec 56 victoires confirmées, a été touché par le feu d'un P-51. Bien qu'il ait réussi à atterrir en catastrophe, il a été attaqué au sol et est décédé peu après, étant la perte la plus notable du côté allemand ce jour-là. Pendant la même offensive, le capitaine Robert Woody du 354e escadron de chasse de la force aérienne des États-Unis s'est retrouvé en infériorité numérique, affrontant seuls plusieurs chasseurs allemands qui harcelaient les bombardiers alliés. Malgré la situation, il a réussi à abattre 4 avions ennemis, ce qui lui a valu la croix pour service distingué le 10 mai. Cependant, le pire était encore à venir. Alors que les bombardiers complétaient leur virage vers le sud-ouest puis vers l'ouest, un manque de coordination a fait que certaines formations se sont retrouvées sans escorte de chasseurs. Profitant de cette vulnérabilité, la 6e escadrille de la JG-2, qui avait patiemment attendu, s'est lancée contre les B-17 situés au sud et au sud-ouest de Munich, réussissant à en abattre 2. Pendant ce temps, plus de 200 bombardiers menèrent des attaques contre Oberpfaffenhofen et Luxberg. Parallèlement, plus à l'ouest, près d'Augsbourg, un féroce combat aérien a éclaté, impliquant les forces de la jauge 3 et de la jauge 2. Dans cet affrontement, au moins 8 chasseurs américains et 9 bombardiers ont été abattus. Malgré les pertes subies au combat, la 2e division de bombardiers, qui bénéficiait d'un solide soutien d'escorte P-51, a réussi à accomplir sa mission avec succès. Cependant, les combats se sont poursuivis au-delà de Mengen, à l'ouest, tandis que les formations alliées tentaient de se regrouper et recevaient le soutien de davantage de chasseurs venant de l'arrière. Les combats et bombardements sur les objectifs stratégiques se sont prolongés jusqu'après 14h30. La 3e escadrille de la jauge 26 s'est distinguée dans les affrontements au sud et à l'ouest, réussissant à abattre 8 bombardiers et un chasseur sans perdre un seul de ses pilotes, étant la seule unité allemande à ne subir aucune perte ce jour-là. La jauge 1, en revanche, a eu un bilan moins favorable, perdant 15 avions, tandis que la jauge 301 en a perdu 9 autres. Au total, la Luftwaffe a subi la destruction de 47 chasseurs, bien que seulement 21 pilotes aient péri au combat. De leur côté, les pertes américaines ont été considérables. 40 bombardiers abattus, dont 27 tombés dans la zone d'Oberpfaffenhofen, ainsi que la perte de 17 chasseurs, tous des P-51. De plus, 257 B-17 ont subi des dommages de diverses gravités, et au moins 12 bombardiers ont été contraints d'atterrir sur des aérodromes éloignés de Grande-Bretagne en raison des dommages subis lors de la mission. Malgré les pertes, les bombardements ont causé des ravages. Les installations de Dornier à Oberpfaffenhofen ont été dévastées, avec la destruction de 9 appareils d'O-335. À Erling, le 350e groupe de bombardement a réussi à détruire les 3 hangars principaux de la base, laissant l'installation hors service pendant plus d'1 mois. De plus, l'aérodrome de Grill près d'Augsbourg a subi de graves dommages, estimés à 50% de sa capacité opérationnelle.
Lors de cette attaque, la maison du commandant de la base a été touchée, causant la mort de ses 4 enfants. Par ailleurs, à Lebert, 8 baraquements ont été complètement détruits par le bombardement. Selon les registres allemands, plus de 50 avions au sol ont été détruits, principalement des bombardiers de taille moyenne. Malgré l'impact sur certaines usines, la production industrielle allemande a réussi à se maintenir stable, à l'exception des Do 335, dont la fabrication a subi un coup sévère en raison de l'ampleur des dégâts. Les bombardements stratégiques alliés sur l'Allemagne nazie visaient à affaiblir sa capacité industrielle et à affecter le moral de la population. Depuis l'opération Gomorrhe à Hambourg en 1943 jusqu'à la destruction de Dresde en 1945, les principales villes allemandes ont été la cible d'attaques aériennes massives. Berlin, Nuremberg et Munich ont également subi des offensives qui ont détruit des usines, des voies ferrées et des zones résidentielles. Malgré la dévastation, la machine de guerre allemande a continué à fonctionner jusqu'aux derniers mois de la guerre. Les défenses antiaériennes ont tenté de répondre, mais la supériorité aérienne alliée a rendu impossible l'arrêt des attaques. Des millions de personnes ont été déplacées et des centaines de milliers sont mortes dans les bombardements ou à cause de leurs conséquences, comme le manque d'abris et de fournitures. Bien que ces attaques n'aient pas conduit à une reddition immédiate, elles ont contribué à l'effondrement de l'infrastructure du Troisième Reich et à sa chute finale en mai 1945. En même temps, elles ont laissé un héritage de destruction qui a marqué l'histoire de la guerre et ont soulevé des débats sur l'impact des bombardements sur la population civile.